Texas A&M professor asks, when is it okay to kill whites? New York professor says having a white nuclear family promotes white supremacy. Professor tweets that white people should commit mass suicide. College professor says kill cops, kill all white people, and kill the straights. Professor says all I want for Christmas is white genocide. Georgetown professor says all white people are racist. Trinity College professor calls white people inhuman. Let them fucking die. College professor says believing in hard work is a white ideology. College professor says white people are conditioned to commit mass murder. A professor equates math with white privilege. A professor says white supremacist patriarchy is responsible for the Vegas shooting. Professors hold a white racism course at FGCU. USC professor calls for Holocaust against all white people. Professor says I'll teach my children to be cautious and distrust friendship with white people. Baltimore professor says white people need to personally give all of their money to black people. College professor says some white people may have to... Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec. Vous voyez un peu la teneur du Web Journal. Web Journal de Radio-Québec édition du 18 janvier 2026. C'est un journal... j'ai dit que ça allait être un journal dark, Alexis, mais on va essayer de ne pas trop être dark dans ce Web Journal-ci. Vous voyez un peu la teneur avec le vidéo que je viens de montrer. J'en ai parlé il y a 3 web journaux, un peu avec la déclaration de l'Algérie qui m'avait tiqué là, sur le colonialisme, qui était un crime d'État ou quelque chose comme ça. J'avais montré une couple de... j'avais recadré une couple de faits lors de ce web journal-là. Et puis là, finalement, il y a des choses qui s'additionnent depuis. Hein, donc, depuis ce web journal-là, il y a eu la déclaration de J.D. Vance sur le fait qu'on n'a pas à avoir honte d'être des Blancs. Elon Musk qui parle aussi de la disparition des Européens. Il y a aussi, bon, c'est une thématique qui est récurrente à Radio-Québec. On écrit en fait là-dessus depuis, je pense, 2008. Hein, dans les journaux au Québec, on écrivait dans Le Devoir. On a publié une couple d'articles sur l'immigration, le fait qu'on était en train de se faire remplacer, qu'on perdait notre culture et tout. Donc, on en a fait plusieurs web journaux cette année sur la thématique. Mais là, ici, je vais entrer dans le vif du sujet et je vais essayer de déplacer la fenêtre d'Overton parce que si on est arrivé là, si on est arrivé à un moment dans notre histoire civilisationnelle où beaucoup de personnes à l'intérieur de notre culture, dans les institutions, des politiciens, des journalistes, des professeurs d'université, souhaitent la disparition de la culture occidentale, ce qu'on mélangé avec le patriarcat, tout ça, les Blancs, la blanchitude. Si on en est arrivé là, c'est parce qu'il y a eu 50 ans de laisser-faire. On a littéralement laissé les marxistes, les communistes, les trotskistes, à l'époque c'était ça, maintenant c'est devenu un mouvement beaucoup plus vaste, prendre le contrôle de nos universités, entre autres, ça a commencé par la prise de contrôle des universités et l'endoctrinement de générations, de 2 ou 3 générations d'occidentaux, à la culpabilité, à l'empathie pathologique et dans des entreprises de démoralisation. Donc, si vous connaissez, ici, j'en avais parlé la fois d'avant, Yuri Bezmenov, j'aurais dû écrire son nom, là, écrivez-le dans les commentaires, je ne vais pas prendre votre temps lors de ce web journal pour le faire, mais Yuri Bezmenov, qui est un ancien agent du KGB qui a fait défection, il s'est réfugié au Canada, et il a donné une couple d'entrevues, il a parlé des différentes étapes de la subversion mentale de la civilisation occidentale par les communistes, par les marxistes, etc. Il y a plusieurs phases, et notamment, c'est ça, la culpabilisation, ici, l'empathie, je la rajoute, mais aussi la démoralisation. Et à partir du moment où est-ce que tu as une population démoralisée, elle ne peut plus se défendre de rien. Elle n'est plus capable de juger qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal, le haut, le bas, le devant, le derrière, la gauche, la droite, tout est confus. Et j'ai remarqué beaucoup de ça, en fait, quand j'ai publié publié des messages sur Facebook, sur X, assez provocateurs, et la quantité d'Occidentaux, de personnes qui vomissaient sur la civilisation occidentale était tout à fait sidérante. J'étais comme, genre, sérieux, là, genre, où est-ce que tu as appris ça à haïr ta propre culture, ta propre civilisation, alors que la civilisation européenne a absolument rien à envier aux autres civilisations sur la planète. OK?
Et on va voir ça dans ce web journal-ci. On va sortir un peu de la culpabilité. Je sais que c'est ça qui va être déplaisant pour beaucoup de personnes parce on leur a martelé la culpabilité. Tu sais, les Blancs sont responsables de génocide, de tout ça. C'est ce qu'ils disent, hein. C'est ce que les professeurs d'université disent. Les Blancs sont... j'aime pas, je ne veux pas utiliser le mot blanc dans ce web journal-ci. Je vais utiliser les Européens. Parce que quand tu regardes un peu, tu sais, comme les Espagnols du Sud là, sont un peu bruns, tu sais. Les Siciliens aussi, des fois, ils n'aimeront pas ça, là. Lancez-moi pas des tabacs. Je sais pas, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il y a comme une méchante variété. C'est pas, tu sais, il y a des Européens qui sont foncés, on pourrait dire. Moi, j'ai le teint assez foncé, généralement. Et donc, on va utiliser le mot européen. Je pense que c'est plus rassembleur. Civilisation européenne. On va pas juste parler de l'appartenance ethnique, là. On va dire, parce qu'il y a eu, ouais, il y a eu c'est vrai qu'il y a eu des mélanges un peu, tu sais, il y a eu, ouais, il y a eu, par exemple, tu sais, Rome, quand Rome a pris le contrôle de la Méditerranée, bien, il y avait des flux de population, il y a eu des mélanges de population. Quand Alexandre s'est rendu jusqu'en Inde, tu sais, ces généraux ont pris des femmes perses et puis il y a eu comme tu sais, il y a eu des échanges. C'est pas coulé dans le béton, c'est ça que je veux dire. On n'est pas juste des descendants purs des Francs, là, c'est pas ça. Il y a eu, et donc c'est pour ça que je vais utiliser la terme civilisation européenne, parce que tous ceux qui ont rejoint éventuellement la civilisation européenne y ont participé et y ont contribué. Et donc, c'est ça que je veux mettre, c'est sur ça que je veux mettre l'emphase, que je veux insister dans ce web journal-ci. Donc, la civilisation européenne n'a absolument rien à envier à toutes les autres civilisations. Et on n'a pas à avoir honte de la civilisation européenne, même pour le colonialisme. Même pour le colonialisme, on va aller jusque-là. On va renverser, et c'est là que ça devient un peu Dark Alexis, là, donc on va renverser des vaches sacrées, on pourrait dire. Le truc, évidemment, ce que j'entends beaucoup, par exemple, je disais, tu sais, je parlais genre dans certaines de mes interventions, il y a 2 semaines, quand j'ai publié ces tweets provocateurs, je disais, s'il n'y avait pas eu la médecine européenne, on serait pas, tu sais, je veux dire, il y aurait pas eu le boom démographique en Afrique, entre autres. Et donc, la médecine européenne a comme littéralement permis le boom démographique en Afrique et de sauver des millions d'enfants avec juste les notions de médecine moderne, tu sais, genre, tu sais, les, le fait d'avoir des conditions sanitaires, le mot est chargé maintenant, là, mais des conditions sanitaires favorables pour les enfants, ou tu sais, éviter. Il y a comme un ensemble de concepts qui viennent avec la médecine européenne qui ont littéralement, en plus des médicaments et tout, qui ont permis de sauver des vies et de conditions d'hygiène, etc. Et donc, je disais, c'est ça que... Là, les gens me disaient, oui, mais les pharmaceutiques, Alexis, regarde. Et là, c'est la distinction que je veux amener dès le début du web journal, c'est-à-dire que il y a la grandeur européenne. Et après ça, oui, c'est vrai, depuis 50 ans, il y a cette espèce de tentative de dévoiement. Il y a la corruption. On voit de plus en plus de corruption les institutions. Et là, je ne veux pas des gens qui disent ça a toujours été corrompu. Oui, oui, peut-être, ça a toujours été corrompu, sauf que là, il y a comme une espèce d'accélération, puis ça fait boule de neige. Et ça a culminé avec la crise de la COVID. Et ça culmine avec l'ouverture des frontières à partir de 2015. Merkel, Trudeau, là, genre, tout le monde venait, des millions de migrants. On est dans une phase d'accélération de l'histoire et de pourrissement accéléré de la civilisation occidentale, mais de façon, l'essence de la civilisation occidentale est bonne. Il y a du mauvais dans toutes les civilisations. Toutes les civilisations ont commis des massacres, mais à plus ou moins grande mesure. Mais je veux dire, par exemple, les Mongols, on dit, genre, on a comme... on critique les Européens sur, tu sais, mais avez-vous pris 30 secondes pour étudier l'histoire de l'Empire mongol? Je veux dire, il y a comme 5 ou 6 villes qui n'existent plus sur la Terre parce qu'elles ont été littéralement rasées par les Mongols. Et quand les villes leur résistaient, ils tuaient femmes, enfants, tu sais, comme 300, 400 000 personnes, là, genre... Ils rentraient dans la ville et il n'y avait plus rien de vivant quand ils sortaient. Ils faisaient des piles de crânes, genre qui faisaient 100 mètres de haut. Tu sais, 5 villes, genre rasées complètement, et des dizaines d'autres villes où est-ce qu'il restait genre 10-15% de la population. Après, une véritable hécatombe. Je veux dire, ça a été un massacre incroyable au 13e siècle.
Gengis Khan et les 4-5 Khan qui lui ont succédé, ça a été des massacres épouvantables. On va voir. Et donc, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que la civilisation occidentale a fait, oui, des choses répréhensibles, comme la plupart. Et il y a du mal partout chez les humains. Tu regardes à l'intérieur, oui, il y a des humains qui sont corrompus, avares, il y a des meurtriers. Mais au-delà de ça, ce que je vais essayer de défendre dans ce web journal-ci, c'est que la civilisation occidentale a fait beaucoup plus de bien que les autres, peut-être que les autres civilisations, notamment on pourrait juste évoquer la fin de l'esclavage. Partout dans le monde, ça a été initié par les Européens. Ça a été initié par les Européens. Et une chance que les Européens étaient établis par la colonisation dans différentes parties du monde parce que ces valeurs-là se sont répandues et finalement, on a eu au 19e siècle et au début du 20e siècle la fin de l'esclavage partout, essentiellement la fin de l'esclavage partout dans le monde. Là. Et ça, c'est une grande réalisation des Européens. Donc, c'est compliqué de faire je ne vais pas essayer de faire une histoire de la civilisation européenne parce que ça serait impossible. Mais c'est civilisation européenne, civilisation occidentale 101, il y aura peut-être un 102, surtout si j'ai beaucoup de critiques, on va faire un 102, un 103. Si j'ai des insultes, on va faire un 105, 106, 107. C'est généralement comme ça que je trouve l'intérêt pour faire de la matière. Et donc, c'est ça, mais finalement, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est qu'on a beaucoup de raisons d'être fiers, de participer à la civilisation européenne, mais que c'est ça, depuis 50 ans, et ça s'accélère, il y a un pourrissement de l'intérieur, un dévoiement, de la corruption accélérée à l'intérieur de la civilisation européenne, et c'est ça qu'on essaye de régler à Radio-Québec, et c'est aussi l'objectif de l'administration Trump, parce qu'on ramène à JFK son discours sur l'infiltration des institutions américaines, la subversion, etc., je l'ai fait jouer ad nauseam. Et Trump qui arrive et qui fait ça, le problème, c'est justement, je veux dire, l'objectif, c'est de régler le problème. Et on pourrait dire que ça a commencé, avec la création ou la captation de la Banque d'Angleterre par les Rothschild. Et à partir du moment où est-ce que tu émets les billets de banque, tu peux contrôler le pouvoir politique. Hein, tu peux manipuler, comme disait Mayer Rothschild, il dit genre, je me fiche qui fait les lois, mais dites-moi qui contrôle, qui émet la monnaie, je vais vous dire qui fait les lois. Ou quelque chose du genre. Après ça, il y a eu, par exemple, il y a différentes phases. Hein, aux États-Unis, c'est l'arrivée des Rockefeller. Vous avez ici la statue de Prométhée, hein, ou bien on pourrait dire Lucifer parce qu'il amène la lumière. Les deux sont similaires, en tout cas, ils partagent des similarités avec un anneau, hein, c'est pour le Seigneur des Anneaux, Saturne, les anneaux, etc. Et donc, j'en avais déjà parlé, mais je ne vais pas rentrer trop dans l'occultisme. Les Rockefeller qui ont eu beaucoup d'influence aux États-Unis à travers l'argent du pétrole et la création de différentes fondations philanthropiques qui ont eu pour objectif de subvertir la culture américaine. Après ça, on pourrait parler de mai 68, la première révolution colorée en Occident, et puis finalement le wokisme, c'est des phases successives de pourrissement de la civilisation occidentale. Il ne faut pas être démoralisé, parce que l'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est de nous démoraliser. Comme le dit Yuri Bezmenov, l'objectif, c'est de nous démoraliser de sorte qu'on n'ait plus envie de se battre pour la civilisation occidentale, pour nos familles, nos États, etc. Ah, ça sert à rien. On entend souvent ça, hein, des gens. Ah, ça sert à rien. On peut rien faire. Et puis, or, c'est faux. On peut se battre. Et puis, c'est ce qu'on fait à Radio-Québec avec l'aide des personnes qui nous appuient. On vous rappelle qu'il y a des façons de faire. J'ai effacé le template. Vous savez comment nous appuyer. C'est la même chose que d'habitude. Par Interact, par carte. Et donc...
Je fais le Web Journal aujourd'hui parce qu'il y a une urgence politique. Nos institutions sont corrompues. On le voit comme pratiquement toutes les semaines aux États-Unis avec la corruption, notamment dans le USA, les dépenses internationales, la façon dont les politiciens sont achetés, etc., ne répondent plus aux besoins de la population. On le voit en Angleterre avec la censure et la censure un petit peu partout, là, même en France. Et donc, urgence politique. Nos politiciens, nos représentants sont corrompus. Il y a une urgence démographique. Les Européens ou la civilisation européenne est passée de 30 de la population mondiale en 1950 à 8 présentement. On est en train de disparaître démographiquement, là. Et on est en train d'être remplacé dans les pays qu'on a fondés. Et par des gens qui ont d'autres intérêts que défendre la culture européenne ou perpétuer la culture européenne, pour certains. Et il y a aussi une urgence institutionnelle. Nos institutions ont été cooptées, notamment les universités, entre autres. Les universités, la famille est attaquée de toutes parts, et l'Église, etc., etc. Donc, les corporations sont mises à profit aussi dans le wokisme et tout ça. Et donc, il faut faire le bilan là-dessus. Et tout ça fonctionne parce qu'on est démoralisé puis on n'a pas envie de se battre parce qu'on croit que notre civilisation n'en vaut pas la peine. Et donc, je vais essayer de renverser ça aujourd'hui, montrer qu'on a des raisons d'être fiers. Donc, la thématique, ce qu'on retrouve en filigrane de la civilisation occidentale, c'est cette notion d'une liberté, une certaine liberté de penser, une capacité de remettre en cause les traditions, de remettre en cause ce qui ne fonctionne pas, une certaine liberté qui nous est parvenue de la Grèce, entre autres, cette idée de liberté. Qui vient aussi avec la démocratie. Et donc, mais la transcendance, c'est cette capacité d'aller au-delà, tu vois, de dépasser les limites, d'aller au-delà des limites. Tu sais, on pourrait dire, par exemple, tu sais, pensons au voyage de Magellan à travers autour du monde, la conquête spatiale et tu sais, un certain nombre de choses dans les idées, la transcendance. Souvent, ce que les Occidentaux vont faire, c'est qu'ils vont il va y avoir un développement technologique qui vont amener ça à son paroxysme, hein. Donc, on va dépasser les limites. Et donc, penser ce que la civilisation occidentale a d'unique, c'est une pensée systématisante qui dépasse par plusieurs ordres de magnitude le savoir traditionnel. On a partout, dans toutes les cultures, du savoir traditionnel, mais ce qu'il y a de caractéristique, une des caractéristiques de la civilisation occidentale, c'est qu'il n'y a pas juste un savoir de genre telle plante fait telle chose, etc., mais il y a cette espèce d'idée de créer une encyclopédie des plantes, une encyclopédie de la faune, faire une cartographie du monde complet, découvrir, aller jusqu'au fond de la découverte de l'être humain. Et donc, il y a cette espèce de volonté, cette espèce d'impulsion d'aller toujours au-delà dans la connaissance, qui a permis la révolution industrielle et le boom technologique incroyable, issu de l'Occident. Et maintenant, si vous regardez, encore une fois, oui, les corporations sont mauvaises, avares, etc. Les pétrolières veulent voler. Sauf que si vous regardez dans le monde présentement, pratiquement tout ce qui est utilisé, tout ce qui est construit, tout ce qui est en usage pratiquement a été conçu par la civilisation européenne, c'est-à-dire le développement technologique occidental. Que ce soit les édifices maintenant qu'on construit en Afrique, on n'utilise plus les méthodes traditionnelles en Afrique pour construire des édifices, on utilise l'architecture européenne et les notions d'architecture européenne. Même chose pour la musique maintenant, oui, il y a certaines personnes qui font de la musique traditionnelle chinoise, et puis mais, généralement maintenant on utilise comme le solfège et les concepts de la musique européenne parce qu'on est allé beaucoup plus loin, encore une fois, on va le voir, là, je vais y arriver. Et que ce soit la technologie, les ordinateurs, l'Internet, les satellites, l'automobile, construire un réseau routier, un réseau de chemin de fer, etc. Les vêtements, maintenant, peut-être pas tous les vêtements, là, au Pakistan, ils s'habillent quand même comme ils veulent, là, mais par un ordre de... Je sais pas, encore une fois, un ordre de magnitude absolument sidérant. Ce qui a été inventé par la culture européenne est maintenant reproduit et utilisé partout dans le monde. Et il n'y a personne, et là, il y a des gens qui me disaient dans les commentaires, c'est un long préambule, là,
Les gens qui me disent dans les commentaires, je préférais avant. Tu sais, là, je leur montre genre une image d'une hutte africaine, là, puis ça, c'était avant. Puis c'était mieux avant, on était en contact avec la Terre. Oui, OK, c'est super sagace comme réplique, sauf qu'il n'y a personne qui fait le. Si c'était mieux avant, tout le monde s'achèterait un lopin de terre puis irait vivre dans une tente. Il n'y a personne qui fait ça. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Pourquoi tu vas pas acheter un chalet ou une petite maison, puis tu vis pas genre sans électricité, sans télévision, avec ta chèvre? Il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a personne qui fait ça. Tu te casses une jambe, tu vas à l'hôpital, hein, tu vas pas chez le chaman avec son gris-gris qui va genre, tu n'utilises pas le savoir traditionnel pour te guérir. Hein, encore une fois, si tu utilises des plantes pour te guérir, etc., tu vas le faire à travers tu vas laisser faire les pharmaceutiques, mettons, tu veux comme un truc naturel, mais même le savoir homéopathique ou naturopathe repose sur des concepts de la science occidentale, c'est-à-dire on connaît les caractéristiques des plantes, telles composées, etc. Ça a un effet sur le foie. Et, c'est pas, on reste toujours dans le concept de la science européenne. On n'est pas dans le genre, c'est pas un esprit qui est dans ton corps que tu veux chasser avec un exorcisme. C'est pas du tout ça. Ou bien genre, on n'essaie pas de faire disparaître ton cancer avec de la fumée. Tu comprends? On est toujours dans la science occidentale, même si on n'a pas recours aux médicaments des pharmaceutiques. Et donc, il n'y a personne qui voudrait retourner avant. Il n'y a aucun Amérindien qui veut retourner avant. Tout le monde veut... Et c'est ça que je dis, il y a une certaine hypocrisie de la part de ceux qui disent... ah, c'était mieux avant, etc., parce que personne ne fait ne va jusque-là. Ça coûterait, vous sauveriez ceux qui sont des défenseurs de ça, vous sauveriez des milliers de dollars par. Imagine, tu as une petite maison, genre humide, là, sur un coin de terre, tu chauffes avec des allumettes, du feu, et pas d'électricité, tu n'as aucune facture. Vous sauveriez des. Pourquoi vous ne le faites pas? Ça coûte moins cher. Il n'y a personne qui le fait, donc il y a de l'hypocrisie là-dedans. Allons-y, allons-y. Je vais parler un peu dans ce web journal-ci justement de la corruption, de la civilisation occidentale. On va faire le tour. Je l'ai déjà fait à quelques reprises, mais on va quand même refaire le tour. On va commencer. C'est ça. Rappelons, genre, ça ici, hein, je l'avais montré lors de l'autre web journal, la culpabilité blanche. Il y a des dizaines, pas des dizaines, des centaines d'articles partout où on dit que les blancs sont mauvais. Et c'est rentré maintenant dans la psyché, même, tu vois, chez Coca-Cola, les compagnies, là, dans les séminaires de formation, on dit il faut purger la blanchitude. Toutes les compagnies sont sur l'agenda wokiste, sur l'agenda de la culpabilité blanche, les journaux, les politiciens, les professeurs d'université, etc. C'est rendu un phénomène culturel et c'est rendu très, très, très difficile de se débarrasser de ça. Et donc, on va aller, comme je dis, c'est tellement présent et on se fait tellement attaquer qu'il faut que je sois un peu hyperbolique, il faut que pratiquement que j'exagère un peu afin de pouvoir tirer la fenêtre d'Overton de l'autre côté. Donc, on m'excusera mes excès. Allons-y rapidement avec le colonialisme. Et donc, évidemment, toutes les régions du monde sont différentes. Là. On peut pas parler du colonialisme comme par exemple en Asie, c'est différent qu'en Afrique, en Amérique du Sud, etc. Mais grosso modo, il y a eu une amélioration avant le colonialisme et après le colonialisme, indépendamment de, oui, des conflits, il y a eu des massacres, c'est vrai, mais il y a quand même eu un avant et un après, c'est-à-dire que l'avant, c'était dans beaucoup de régions, c'était ça, c'était la hutte en terre cuite, ça, c'était en Amérique du Sud, au Pérou. C'était pas mal ça, les trucs traditionnels. Et maintenant, on a ça. Et tout ça, c'est la culture européenne. Et même s'il y a eu du sang qui a coulé, il n'y a personne qui veut retourner à ça. Il n'y a personne qui va retourner à ça. Et donc, il y a eu un net positif, c'est-à-dire que... OK? Il y a eu un net positif. Maintenant, il n'y a plus personne qui fait de la médecine, comme je l'ai dit, il n'y a plus personne qui fait de la médecine comme ça en invoquant les esprits parce que, ben, je ne sais pas si vous pensez que ça fonctionne. Si vous pensiez que ça fonctionnait, ben, vous le feriez sûrement, mais c'est peut-être plus utile quand tu penses que tu as de la malchance, c'est comme bad luck, des choses comme ça, pour enlever le mauvais sort ou le mauvais œil, peut-être, mais pas pour la médecine. La médecine, maintenant, c'est plus ça. Et comme je l'ai dit, même si
les pharmaceutiques ont commis, ouais, ont testé des médicaments en Afrique, des trucs horribles et qui devraient être poursuivis en justice. Au total, il y a quand même le savoir médecin. C'est pour ça que je parle de corruption au cours des 50 dernières années, l'avarice et puis là, mais le savoir traditionnel occidental, c'est comme les parties du corps et qu'est-ce qui affecte le foie, qu'est-ce qui affecte les poumons. Si tu es dans une certaine, c'est comme l'humidité qui te fait tousser, donc tu veux plus comme un air sec ou, il y a un ensemble de cons, juste les transfusions sanguines, ouais, c'est ça. Ça fait qu'au total, ça a sauvé, la médecine occidentale a sauvé des centaines de millions de vies. Maintenant, c'est ça. Il n'y a plus personne qui veut retourner à cette façon de vivre-là. Il y en a qui continuent comme ça en Afrique. Et là, on m'amène souvent sur la question de, juste comme le fait d'amener l'eau potable. C'est une eau potable qui fait en sorte que les jeunes Africains ne meurent pas de dysenterie, etc., etc. Donc, juste les méthodes d'agriculture modernes, on oublie de mettre ça sur le compte de la culture occidentale, l'amélioration des conditions en termes d'irrigation, d'agriculture, de médecine, de transport, chemin de fer, aéroport, voiture, d'architecture, d'organisation du territoire, même un système de loi. Là, c'est plus Chaka Zulu là, qui décide qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal, puis qui, quand il est comme pas content avec une partie de la tribu, il les fait empaler. C'est plus comme ça maintenant. Juste ça, le fait d'avoir un système de loi au-dessus du dirigeant, ça vient de la culture occidentale, encore une fois. Hein, pour beaucoup, en Chine, pas, non, ils avaient déjà un système de loi comme ça, peut-être pas aussi élaboré que, par exemple, un système de constitution à l'européenne, mais il y avait quand même des... Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est différent de continent en continent. Là, après ça, il y a la question du pillage des ressources. Là, on me sort toujours ça. Alexis, les Européens ont pillé les ressources. Oui et non. Oui et non, encore une fois. Par exemple, quand tu arrives en Afrique et tu vois du pétrole comme ça à terre, pour les Africains qui étaient là à l'époque, au 15e siècle, 16e siècle, 17e siècle, ce pétrole-là n'avait aucune valeur. Ça contrefichait. C'est comme quand tu viens au Québec à l'automne puis tu dis, comme des extraterrestres, on a besoin de vos feuilles mortes. Prenez-les, comme une scène la tonne, on s'en contrefiche, on n'a pas de besoin. On ne sait pas comment extraire la plus-value des feuilles mortes. On n'a pas le temps non plus de s'occuper de ça. Et donc, prenez-les. Et je sais que les gens ne seront pas contents que je dise ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de ressources. Quand les Européens sont arrivés, notamment en Afrique, il y avait beaucoup de ressources qui étaient pas considérées comme des ressources par les Africains à l'époque et qui n'avaient aucune valeur, qui n'avaient aucune valeur. Et donc, après ça, donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui a de la valeur, par exemple? Je donne encore un exemple caricatural, mais vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui a de la valeur? C'est des objets comme un miroir. Ils n'avaient jamais vu un objet comme un miroir. Donc, des objets manufacturés. Tu leur donnes des objets manufacturés en échange d'accès au puits du pétrole, etc., etc. Et pour eux, ça a de la valeur. Le pétrole n'a aucune valeur. Les objets manufacturés ont une valeur. Et donc, il y a eu des échanges comme ça. Ils n'avaient ni la capacité, ni l'intérêt, ils n'accordaient aucune valeur je donne cet exemple-là, il y en a d'autres. Ce qui a été odieux, par exemple, c'est dans les années 70-80, la façon dont la dette africaine a été gérée après la colonisation, c'est-à-dire que les pays africains pour le développement, pour construire des villes, des belles villes comme ça, ils ont emprunté de l'argent, notamment au FMI, la Banque mondiale, etc., et puis des investisseurs internationaux, et il y a eu cette espèce de truc où est-ce qu'ils ont comme doublé, triplé ou quadruplé les taux d'intérêt. Tu empruntes des milliards à un taux d'intérêt assez bas, puis là, comme 5 ans plus tard, le FMI augmente le taux d'intérêt de 2 à 12 ou à 20 Puis là, tout d'un coup, tu ne peux plus payer. Ça, c'est un crime, tu vois. Ça, c'est... Et là, il y a eu des conflits là-dessus. Ça c'est odieux. Le fait de... Mais cette question de la dette-là, on l'a subie aussi en Occident, c'est-à-dire que et encore une fois, on revient à ce que j'expliquais en début de Web Journal, c'est-à-dire le cartel bancaire international criminel qui a pour objectif d'asservir les États. On subit ça en Occident aussi. L'objectif, c'est de créer de la dette. Je l'ai souvent expliqué. L'objectif des guerres, c'est de créer de la dette, en fait, que les pays soient
endettés auprès du cartel bancaire. L'objectif des services sociaux, c'est de faire s'effondrer les finances publiques. C'est la stratégie Cloward and Piven afin que les États soient asservis à la finance internationale. Et c'est la même chose en Afrique. Donc, ça s'est passé en Afrique aussi. OK? Et ça c'est réellement odieux. OK? Mais c'est ça. Donc, il y a un avant la colonisation et il y a un après la colonisation. Et si tu regardes le niveau de développement, juste le développement, c'est ça, regarde, le développement entre avant et après, il y a pas photo. Et donc, la culture européenne, malgré tous les maux, il y a eu des trucs, oui, sordides au Congo par les Belges et tout ça. Mais dans une certaine mesure, ça se pratiquait déjà entre Africains et tout le monde a fait dans la barbarie, de toute façon. Hein, les Incas, il y avait des sacrifices humains massifs de centaines, voire de milliers de personnes au solstice d'été. Hein, sur les pyramides, on éviscérait, et on sacrifiait des prisonniers de guerre, des esclaves pour les dieux, pour avoir des récoltes, etc. Et c'était pas juste 3-4, c'était des centaines, voire des milliers. Nourrir les dieux, ça c'est science. Des centaines de crânes révèlent l'ampleur des sacrifices humains dans la capitale aztèque. Chez les Amérindiens en Amérique du Nord, encore, on ne fera pas l'histoire du continent nord-américain, on ferait peut-être ça dans Civilisation occidentale 102, parce que ça a duré 400 ans, hein, la cohabitation entre les Européens et les Amérindiens, ça a duré 400 ans et ça n'a pas été unilatéral comme une conquête et un génocide, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Par exemple, les Européens, les Français étaient alliés de certaines tribus qui leur ont donné des terres. Les Français se sont aussi installés à des endroits où il n'y avait absolument personne, des endroits où aucun territoire de chasse n'était revendiqué. C'était des endroits vides et il n'y avait aucune revendication territoriale, etc. Et plus les terres qui ont été données et tout ça et tout ça. Et donc, ça n'a pas été... ça a été peut-être un petit peu plus brutal avec les Espagnols, les conquistadors, mais tout ça pour dire que chez les Amérindiens, il y avait déjà la pratique de l'esclavage, du génocide, de la torture, etc. Et donc, on nous sort des images comme avec le film Avatar, c'est comme genre, c'est toujours les bons sauvages, le genre Gaïa, la nature, etc. Et puis, il y a ça, le thème du film Avatar. C'est pour ça que moi, je boycotte cette saloperie-là de James Cameron. Parce que ça montre, c'est ça, c'est toute la culpabilité occidentale ils arrivent, puis ils veulent prendre les terres, puis ils bombardent les gentils sauvages, etc. C'est du conditionnement. Ça va dans l'ingénierie sociale, de la culpabilisation, etc. Et ça produit des folles comme celle qu'on a vue, genre, se faire tirer il y a 3 semaines, qui pensent que, c'est ça, que c'est toute la culture blanche, c'est du fascisme, etc. Ça a des effets. Les films, 50 ans d'Hollywood à culpabiliser la civilisation européenne pour tout ce qu'ils ont fait, il y a des effets à ça. Il y a des conséquences politiques à ça. Par exemple, les Mohawks ici, hein, les Iroquois, à l'époque de la guerre des castors, c'est-à-dire au 17e siècle, fin du 17e siècle, début du 18e siècle, ont commis des génocides. Ils ont exterminé 5 nations amérindiennes. Ils ont pratiquement ils en ont exterminé quelques-unes et il y en a d'autres qui n'ont pratiquement pas survécu. C'est un véritable génocide. Ils rentraient dans les Iroquois, rentraient dans les villages et tuaient femmes, vieillards, enfants, etc. Après avoir combattu les guerriers hommes, là, ils rentraient, prenaient des esclaves femmes, puis tuaient les enfants, etc., etc. C'est pas unilatéral. Donc, guerre des castors, l'extrême brutalité et le caractère exterminateur. C'était du nettoyage ethnique, littéralement, pour des territoires de chasse. Le caractère exterminateur de ce mode de guerre ont conduit certains historiens à qualifier ces guerres d'actes de génocide perpétrés par la Confédération iroquoise. Vous pouvez, donc il y en a aussi d'autres ici. Guerre des castors, les Iroquois contre les Français en Amérique du Nord au 17e siècle. Les Iroquois ont anéanti plusieurs grandes confédérations tribales, dont les Mohicans. Vous avez ça ici dans le film Le Dernier des Mohicans. C'est un excellent film que je vous conseille de regarder, avec le beau Daniel Day-Lewis, mesdames. Et donc, les Iroquois ont anéanti plusieurs grandes confédérations tribales, dont les Mohicans, les Hurons, Wyandot, les Neutres, les Ériés, les Susquehannocks et les Algonquins du Nord. Il reste encore des Algonquins, je pense. L'extrême brutalité et le caractère exterminateur, c'est femmes, enfants, vieillards.
de leur guerre ont conduit certains historiens à qualifier ces conflits d'actes de génocide perpétrés par la Confédération iroquoise. Moi, je pense qu'ils citent la même chose, mais vous pouvez le retrouver, c'est facilement... ouais. Donc, ici, les Iroquois qui étaient situés au sud de Montréal, au nord de l'État de New York, dans l'État de New York, et puis... voilà. Et donc, c'était pas... vous voyez, par exemple, les Français avaient un comptoir de traite à l'intérieur des terres du continent nord-américain, une vingtaine de personnes, genre un prêtre, deux, trois, des personnes, des trappeurs pour les fourrures, et puis quelques femmes et quelques enfants. Et puis, les Iroquois arrivaient puis tuaient tout le monde. Et donc, à force de se faire tuer, ben, tu reviens avec des armes. Tu veux faire du commerce, à force de faire tuer, tu reviens avec des armes, et puis là, tu te défends. Puis c'est comme, c'est pas unilatéral, et c'était pas des enfants de cœur, OK? Ce n'était pas des enfants de cœur. Il y a eu aussi la traite, on nous traite, surtout aux États-Unis, c'est les Blancs qui sont, c'est des esclavagistes, c'est le whiteness, le patriarcat, etc., etc. Sauf que les plus grands... commerçants d'esclaves, c'était l'islam, c'était les musulmans, traite transsaharienne des esclaves, la traite transsaharienne des esclaves. Donc, c'était surtout le Nord, le Maghreb, ils allaient chercher, ils descendaient dans l'Afrique subsaharienne, ils capturaient et souvent, c'était les tribus, comme en Amérique du Nord, c'est-à-dire les tribus qui se battaient, faisaient des esclaves, puis ils vendaient ces esclaves aux Arabes qui venaient chercher, puis qui les revendaient ailleurs. C'était comme, il y avait de l'esclavage à l'intérieur des tribus. J'essaie de montrer que sortir de la culpabilité blanche pour montrer que tout le monde le faisait. Et là oui, on va y arriver à l'abolition de l'esclavage. Donc, on estime que le nombre total de Noirs déportés d'Afrique subsaharienne vers le monde arabe se situe entre 6 et 8 millions. 6 et 8. Les Arabes sont allés chercher 6 à 8 millions de Noirs en Afrique subsaharienne pour les vendre comme esclaves, tu vois. Là, on nous dit que c'est les Blancs le problème, tu vois. Au 7e siècle, jusqu'à l'abolition du 7e siècle, jusqu'à l'abolition de la traite au 20e siècle, qui a aboli la traite? C'est les Blancs, les Européens. Les Arabes géraient et exploitaient la traite transsaharienne. Même les Berbères y participaient également activement. C'était massif et ils prenaient des esclaves européens aussi. Hein. C'était pas juste l'Afrique subsaharienne, c'était le Maghreb, c'est l'Algérie surtout. C'est pour ça que, comme je l'ai expliqué il y a 3 semaines, la France a débarqué en Algérie pour mettre un terme à la guerre, je veux dire à la traite des esclaves. C'est pour ça que la France est allée coloniser l'Algérie, a pris le contrôle d'Alger en 1830. Donc, corsaires barbaresques, on en a parlé il y a 3 semaines, les corsaires barbaresques, également appelés pirates barbaresques, d'origine ethnique, des religions diverses, telles que juives, chrétiennes, etc., activités jusqu'à toute la Méditerranée. Bon, vous comprenez ce qu'on l'a déjà expliqué il y a 3 semaines. Et donc, c'était des pirates qui raidaient la Méditerranée, les bateaux, mais aussi les villes côtières, au sud de la France, en Espagne, et puis je pense qu'ils allaient plus loin même. De sorte que il y avait même par exemple, j'ai lu sur Wikipédia, encore une fois, des explications, par exemple, des récits du Danemark, en provenant du Danemark, qui expliquait que dans les églises au Danemark, il y avait une dîme pour acheter les esclaves. Le Danemark avait des marins. Les marins se faisaient capturer par les Algériens d'aujourd'hui. Et dans les églises, on passait la dîme pour racheter les esclaves danois. OK? Il y en a eu des esclaves francs, etc., etc. Donc, il y avait des raids comme ça. Nombre de personnes réduites en esclavage. Il est difficile de quantifier le nombre, là, selon Robert Davis, entre 1 et 1,25 million d'Européens. 1 million d'Européens furent capturés par les corsaires et vendus comme esclaves en Afrique du Nord, dans l'Empire ottoman, entre le 16e siècle et le 19e siècle. Pourquoi ça s'est arrêté au 19e siècle? Ça a duré 250 ans. Pourquoi ça s'est arrêté? Parce que la France a débarqué en Algérie pour mettre un terme à ça. Les Européens, ça c'est sans compter les esclaves européens qui étaient capturés par l'Empire ottoman. L'Empire ottoman qui s'était rendu, on l'a expliqué dans la dernière croisade, qui s'était rendu jusqu'à Vienne, essentiellement, là. Mais il contrôlait les Balkans et venait prendre une taxe chez les familles des Balkans, les familles chrétiennes. Ils leur prenaient un enfant, le fils aîné ou la fille s'en allait au harem.
le gars s'en allait dans les corps des janissaires ou comme eunuque dans la harem lui aussi. C'est ce qu'on appelle les devshirmés. Il y en a eu des centaines de milliers. Devshirmés, c'était on appelle ça la collecte, ou généralement traduit par prélèvement d'enfants, impôt du sang, etc., qui était pratiqué par les Ottomans chez les chrétiens, chez les sujets chrétiens. On prenait les enfants des parents et on en faisait de... Ouais, c'est ça. Etc., etc. Et donc, encore une fois, je dis, tu sais, c'est ça, il faut relativiser quand on dit que les Blancs ont créé, tu sais, on fait ci, on fait ça. Tu sais, on parle même pas de l'Empire mongol, là. Faut comparer avec ce qui se passait à l'époque et le fait que ce sont les Blancs qui ont mis fin à l'esclavage. L'abolition mondiale de l'esclavage est une des réalisations phares de la civilisation européenne. Et ça n'a pas commencé qu'au 19e siècle. On pourrait dire que c'est fin du 18e, 19e, tu sais, notamment en France et tout ça. Et ça, ça vient encore une fois, la fin de l'esclavage vient d'un des particularismes de la culture européenne, c'est-à-dire l'esprit de liberté, l'esprit d'homme libre. Tu sais, que chez les Grecs, ça vient de ça. Chez les Grecs, il y avait des esclaves, mais c'était embryonnaire, cette idée de liberté, d'autonomie humaine. Et voilà ici, donc, si vous allez sur Wikipédia, vous allez chronologie de l'esclavage, de l'abolition de l'esclavage, et vous avez des trucs super intéressants. Par exemple, dès le 7e siècle, la reine Bathilde, captive des corsaires et vendue à Archinal, devient reine des Francs, la reine des Français. Hein, et fait interdire le commerce des esclaves en Francie. Dès le 7e siècle, les Français étaient comme loin devant tout le monde en termes d'abolition de l'esclavage et c'est comme droits humains, on pourrait dire, là, même si maintenant c'est utilisé à toutes les sauces par la Cour européenne des droits de l'homme pour justement détruire l'Europe. Ça, c'est quand tu renverses ce qui est une force, une qualité, tu le retournes contre la civilisation. Tu vois, la culpabilité chrétienne, on pathologise la culpabilité chrétienne, tu sais, l'espèce de truc, le pardon, puis la culpabilité chrétienne. On est coupable, mais mea culpa, là. Mais ça, c'est utilisé contre nous, ça. Présentement, c'est une arme, il faut comprendre ça. Il faut être capable d'avoir un œil sur, c'est comme un œil ici puis un œil là, genre comprendre que oui, on peut avoir de la culpabilité pour certaines choses, mais il faut savoir aussi quand tu te fais arnaquer, quand il y a de l'ingénierie sociale puis on retourne ça contre toi, il faut que tu aies l'intelligence de ne pas mordre à l'hameçon puis voir que c'est pas pour ton bien. OK? Donc, 7e siècle, vous allez voir, c'est la chronologie super intéressante aussi. En 873, lettre apostolique, Jean VIII exhorte les princes de Sardaigne d'affranchir les esclaves vendus par les Grecs. Au 13e siècle, là c'est au Mali. Donc, au Mali, il y a une reine qui interdit l'Empire du Mali et qui interdit l'esclavage, mais ça dure quelques années, puis ça revient finalement. Tombouctou redevient une plaque tournante de l'esclavage. 14e siècle, édit du roi de France, Louis X, affirmant « Selon le droit de nature, chacun doit naître franc ». Officiellement, depuis cette date, le sol de la France affranchit l'esclave qui le touche. Le sol de la France affranchit l'esclave qui le touche. Ça, c'était... C'est comme... Et vous voyez, donc, c'est 14e siècle, 15e siècle. Je ne vais pas continuer comme ça, là, mais c'est ça. Donc, même chose, les papes ont continué sur cette lancée-là. Donc, ce n'est pas juste au 19e siècle. En Occident, il y a cette idée de liberté humaine existe depuis longtemps. C'est en façon embryonnaire chez les Grecs, mais par la suite, même avec le christianisme, ça s'est manifesté davantage. Donc, les Blancs sont aussi vendus comme esclaves, abolition de l'esclavage, ça c'est surtout en ce qui concerne le 18e, 19e siècle. Fin mondiale de l'esclavage est advenue grâce à la colonisation par les Européens. Alors, tous les peuples de la Terre ont pratiqué l'esclavage. La seule civilisation qui a aboli l'esclavage, à part cette espèce de petite petit flash au Mali, genre au 12e siècle, la seule civilisation qui a aboli l'esclavage, c'est la civilisation européenne. C'est une préoccupation. C'est pas un truc qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe. C'est une préoccupation qui traverse la civilisation européenne depuis le 7e siècle, si ce n'est depuis les Grecs. Okay? Et donc, et là, la question, c'est oui, il y a comme énormément
On peut reprocher des trucs à la colonisation, quoique je pense que la somme est positive. Il n'y a personne, il n'y a aucun pays qui a été colonisé qui dirait genre, OK, retournons à l'époque d'avant le contact avec les Européens. Il n'y a aucun pays sur Terre, que tu prennes en Asie, les Philippines, peut-être la Chine, mais encore une fois, non. Je pense que non au final. Mais il n'y a aucun pays, ni en Amérique du Sud, ni en Afrique, puis dans la majeure partie des pays du Moyen-Orient, etc., qui dirait, ouais, retournons à nos chameaux avant le moteur à diesel. Il n'y a personne qui va dire ça. Il n'y a personne qui va dire ça. En fait, juste ceux qui vont dire ça sont simplement des hypocrites, des marxistes, des gens qui veulent juste vomir sur la civilisation occidentale. Ça a été massivement positif partout. Et fin mondiale de l'esclavage, s'il n'y avait pas eu la colonisation, ces valeurs-là, les valeurs européennes de liberté liées au christianisme ne se seraient pas répandues partout. Il y aurait encore, au lieu de prier la Vierge Marie, il serait encore à faire des piles de crâne au Mexique, les sacrifices humains, etc. Même chose, vous comprenez ce que je veux dire. Je ne vais pas m'emporter ici, là. Mais, et pas que ça. Et donc, il y a ce que j'expliquais en début de Web Journal, cette espèce de volonté de dépasser, de systématiser, d'organiser, qui est bénéfique, qu'on retrouve dans la civilisation européenne, puis qu'on ne retrouve pas vraiment ailleurs. Un peu. Par exemple, en Inde, il y a le Ayurveda, où est-ce qu'il classifie un peu les plantes et puis quel effet ça a. Là, il y avait de la médecine traditionnelle chinoise. En Afrique aussi, il y avait sûrement des plantes, etc. Mais la culture européenne, c'est plus que ça. C'est-à-dire que c'est une classification, organisation dans des catégories de plantes, trouver une arborescence, quels sont les liens communs entre, et créer un savoir systématisant, reproductible, ouais, comme faune, flore, trouver toute l'origine des espèces. Vous comprenez, ça vaut beaucoup plus qu'une simple taxinomie ou taxonomie, une simple énumération des différents animaux, etc. On les organise par famille, par groupe, etc. Les crustacés, il n'y a pas ça ailleurs, il n'y a pas cette notion systématisante comme ça, cette notion comme encyclopédique de la connaissance, une espèce de totalisation de la connaissance qu'on trouve dans la civilisation européenne. Avant, ailleurs, il y a des connaissances traditionnelles, mais il n'y a pas une connaissance encyclopédique, systématisante, globale. Même chose avec les voyages. Hein, c'est ça, cette volonté d'aller au-delà de la limite, de pousser, trouver ce qui est caché, ce qui est encore... les Européens sont des explorateurs, okay, beaucoup plus que les autres civilisations. On pense au voyage de Magellan, la cartographie du monde. Ça va, ça ici, c'est dans le même ordre d'idée que la classification des plantes. C'est cette espèce de dépassement, puis d'aller au-delà, puis l'organisation. Puis l'organisation, c'est ça. En fait, c'est la force des Européens, c'est-à-dire la capacité de dépasser et d'organiser, et d'aller plus loin, et de mieux organiser, et de mieux organiser. Okay? On pourrait juste regarder la différence entre l'Empire d'Alexandre le Grand. Ouais, ça, c'est l'Empire d'Alexandre le Grand. Il s'est rendu jusqu'en Inde, jusqu'à temps que ses soldats se rebellent contre lui, hein, parce qu'ils étaient fatigués, ils voulaient retourner en Grèce, jouir de leurs femmes, etc., etc. Et ce qui a poussé Alexandre, contrairement à l'Empire mongol, ça c'est l'Empire les Mongols, là, ça c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, là. Ces redoutables guerriers qui ont conquis la moitié du globe, là, essentiellement, qui se sont rendus de Moscou jusqu'à Varsovie, essentiellement, rasant ville après ville. Les Mongols étaient essentiellement motivés par la conquête, la conquête, le pouvoir, etc., etc. C'est l'avarice et le pouvoir. La motivation principale d'Alexandre, c'était la curiosité. Si vous connaissez un peu Alexandre le Grand, là, son objectif, c'était de trouver le bout du monde, d'aller au bout du monde. C'est la curiosité. Il y avait sûrement de l'avarice et du pouvoir là-dedans, la gloire surtout. Mais ça, c'était une composante, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la culture européenne. Oui, c'est... qu'on retrouve peut-être pas exclusivement, mais beaucoup plus présent dans la culture européenne, ce qui a fait aussi que Magellan a voulu la curiosité, cette espèce de volonté de découvrir plus, de vouloir
avoir une connaissance totale et qui a mené à la création des universités. Ce savoir-là encyclopédique a mené à la création des universités de gigantesques... Là, maintenant, c'est corrompu. Oui, je sais, c'est corrompu. C'est ça qu'on explique, c'est qu'il y a cette espèce de corruption de la culture occidentale. Depuis 50 ans, ça s'accélère et tout ça. Mais juste le fait de concevoir l'université, c'est-à-dire un gigantesque temple du savoir, là, pour la connaissance encyclopédique, cette volonté de tout classifier, de tout connaître, d'aller au-delà qui est présent dans la civilisation occidentale, qui a mené à la révolution industrielle et au développement technologique, c'est cette volonté-là de toujours aller plus loin. Ben, ça a été propulsé par l'avènement de l'institution de l'université. Avant, c'était pas avant, mais ouais, peut-être avant, c'était surtout des monastères. Et par exemple, en Asie, c'était aussi les monastères qui étaient le gardien du savoir. Par exemple, les monastères bouddhistes, il y avait les librairies et tout ça. Et mais plus qu'une librairie, là, on parle d'une université, c'est-à-dire un lieu de débat et de partage des idées et une espèce de communauté, une communauté d'intelligence. Même chose avec les hôpitaux. Avant, on guérissait avec des gris-gris en invoquant les esprits, etc., ou le docteur allait à la maison, comme par exemple la médecine chinoise. Mais les Occidentaux ont institutionnalisé ça. Encore une fois, c'est cette notion de systématisation. On systématise, on essaie de rendre plus efficace, on systématise et on rend plus efficace. On systématise et on rend plus efficace. On systématise et on va beaucoup, beaucoup plus loin que le savoir traditionnel. C'est ça qui est la caractéristique des Occidentaux. Ils dépassent les limites, ils systématisent, etc., etc. OK? Donc, pensée systématisante, ampleur, etc., science et technologie. On a juste à penser, quand on regarde la Terre de l'espace, on dit que tout ça, c'est la création. Toutes les lumières que vous voyez, ça vient de la civilisation européenne. L'électricité et, par exemple, la création de barrages, ça, encore une fois, c'est espèce de volonté de dépassement, d'aller toujours plus loin, une certaine forme de transcendance de la culture européenne. L'Inde ici, là, ils peuvent bien se moquer des Anglais autant qu'ils veulent, mais je veux dire, si les Anglais n'étaient pas allés là, ils auraient encore des maharajas avec des esclaves et ils n'auraient pas d'électricité. Qu'on pense à la médecine, les électroencéphalogrammes, le transport d'électricité, l'avènement de l'automobile, au lieu de marcher ou d'aller en chameau ou à cheval entre deux, ça prend des éternités. Mais là, maintenant, on a les transports, on a l'aviation, le vol, l'invention du vol. Pour les frères Wright, il me manque l'image, là. Wright Brothers. Les frères Wright. Imaginez les risques que tu dois prendre pour comme, essayer de voler comme un oiseau. Ça n'avait même pas besoin d'énormément de technologie. Là. C'est comme juste le fait de combien de fois tu dois te casser la gueule pour y arriver. Encore une fois, ça a été rendu possible. Oui, c'est les Européens, encore une fois, avec cette pensée systématisante, voulant aller au-delà des limites, organiser, tout ça, de sorte qu'on est arrivé à la chaîne de montage, aux ordinateurs, à l'Internet. Tout ça, ça a été créé par, oui, des Européens. Ça. Maintenant, tout le monde en Asie utilise des ordinateurs, ça a été créé par des Européens. C'est-à-dire que les Européens changent le monde. Vous le savez tout ça, mais je comprends que vous le savez tout ça puis que j'ai l'air d'être redondant, mais c'est toujours, pour beaucoup de personnes qui nous écoutent, c'est vraiment dans le fond de l'esprit à quelque part. Là, c'est pas, et quand on arrive avec des arguments, là, c'est comme tout de suite, on a une espèce de... Hein, des réactions d'urticaire quand on parle des avancées de la civilisation européenne. C'est parce qu'on ne se rappelle pas tout ça. On ne se rappelle pas qu'on a littéralement changé la vie de la totalité de l'humanité. Depuis 200 ans, les Européens ont changé, par l'abolition de l'esclavage jusqu'à la technologie, on a littéralement tout changé la vie de l'humanité. OK? Aussi, la découverte de l'atome, pensez, encore une fois, c'est transcendance, c'est d'aller au-delà des limites, au-delà du réel, au-delà de ce qui semble être évident, la matière. On est allé loin dans la matière, puis on est allé aussi loin dans l'espace. Maintenant, on comprend les galaxies, on comprend, tu vois, etc., etc. Et de sorte que maintenant, au lieu d'être des petits villages de pêcheurs, on a des places comme Hong Kong,
qui, ouais, grâce à la technologie et la science occidentale, sont des endroits magnifiques maintenant, tu vois. C'est comme, il y a personne à Hong Kong qui voudrait retourner à l'époque où Hong Kong était un petit village de pêcheurs. Et même chose à Abu Dhabi. Encore une fois, c'est l'architecture occidentale. Il n'y a personne qui voudrait là-bas retourner à l'époque des chameaux puis des tentes. OK? Je veux juste, ouais, je sais que c'est arrogant, là, mais il faut le souligner parce que on est démoralisé. On n'a rien à, on n'a pas à avoir honte de rien. On a fait des erreurs comme tous les peuples ont fait des erreurs. On a fait beaucoup moins de massacres que les Mongols. On a fait des erreurs. On a été égaux probablement dans la barbarie que tous les peuples, mais on s'en est sorti vraiment par le haut. Et puis on a réellement changé la vie de milliards d'êtres humains. Ça, c'est une réalisation des Européens. Ça, c'est sans compter l'art, hein, l'art européen qui est comme inégalé, il faut le dire. Ça vient encore une fois de cette volonté de dépassement. Hein. Si on regarde en termes de l'art, c'est une profondeur, là, en termes de la profondeur de l'art, de la créativité, perspective, précision dans le détail et l'émotion des pièces, notamment des œuvres de la peinture. Il y a aucun. Moi, j'ai vu des belles pièces, des belles murales, par exemple, dans les temples en Corée. Là, tu vois des beaux dragons, c'est vraiment magnifique avec de la fumée et tout. Mais il n'y a jamais cette espèce de majestuosité dans la luminosité, l'émotion, la profondeur. On trouve ça nulle part ailleurs. On trouve ça, il y a des chefs-d'œuvre en Occident. Oui, c'est bien ce qui se fait ailleurs, oui, mais encore une fois, ça n'arrive jamais, jamais à côté de, en termes d'art, là. Tu sais, la musique traditionnelle chinoise, c'est très bien, là, mais c'est comme, c'est un ou deux instruments. La sitar et les tablas en Inde, c'est très bien. Oui, c'est le fun une fois de temps en temps, mais c'est comme, il n'y a rien, par exemple, comme la capacité d'avoir 300 instruments qui produisent une symphonie absolument qui te fait exploser le cerveau. Il n'y a rien comme ça. Il n'y a rien. Ouais, encore une fois, je pense que l'art européen est inégalé. Regardez ça en sculpture ici. Ça, c'est ce qu'on appelle le voile, là. Tu sais, c'est le sculpteur de ce chef-d'œuvre a réussi à rendre la pierre transparente. Oui, donc c'est en pierre, là. Tu sais, vous avez comme une autre version ici. C'est fait en pierre, c'est dans le marbre. Et donc, le marbre a été. C'est une maîtrise de la pierre absolument inégalée ailleurs. Je veux dire, entre ça et puis, tu sais, ouais, d'autres formes d'art, il n'y a comme pas photo, là. Il n'y a pas photo. Et il y a cette tendance dans les universités de parler de relativisme culturel, c'est-à-dire, oui, toutes les cultures se valent, tu comprends pas. Pour eux, c'est oui, mais non. Je suis désolé, mais comme la réalité, c'est que non. Entre ça et entre ça, il n'y a pas photo. Je ne veux pas pointer du doigt personne, mais on n'a pas à avoir honte, encore une fois. Maintenant, c'est rendu. Ça se peut que ce web journal-là se fasse bannir. Mais c'est comme quand on dit, par exemple, que les femmes trans, là, les gars qui se prétendent femmes, n'ont pas leur place dans les sports de femmes. Mais là, tu dis que tu es transphobe. Non, je ne suis pas transphobe. C'est juste qu'il y a comme une question de chromosomes, puis de développement musculaire, etc., puis d'hormones. C'est un avant. Il va falloir qu'on ait un retour du réel, puis ça, il n'y a pas photo, puis il n'y a pas non plus, même les statues chinoises, ils ont des belles statues, les Chinois, mais on n'arrive pas au niveau de l'art européen. Je ne sais pas si vous êtes allé voir à Rome la fontaine de Trévi. Tu sais, les Michel-Ange, l'art de la Renaissance est inégalé. Juste l'invention, pensez à ça, juste l'invention du solfège. Juste l'invention du solfège. Évidemment, n'importe quelle culture aurait pu inventer le solfège, c'est-à-dire le fait d'avoir une représentation visuelle pour des sons. Imaginez le développement de ça, là. Imaginez juste comme le saut quantique intellectuel qu'il faut pour arriver à ça, c'est-à-dire je vais rendre lisible des sons. Je veux dire, OK? Et donc, le langage de la musique, ce qui permet d'avoir, encore une fois, on transcende le savoir traditionnel, c'est-à-dire que c'est plus genre de maître à disciple qu'on montre genre, comment jouer du violon chinois, là.
C'est plus... là, maintenant, c'est reproductible, c'est-à-dire que les pièces de Mozart, ben, les Japonais peuvent les jouer. C'est-à-dire, au Japon, là, ils peuvent jouer la symphonie, la 9e symphonie de Beethoven avec 500 instruments parce qu'on a réussi à écrire ça. Et donc, ça permet la multiplication des instruments. Tout le monde joue sa partition. Vous comprenez ce que je veux dire, là? Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, ça, c'est jusqu'à temps que, vous voyez encore une fois, régression, démoralisation, la culture, Marina Abramovic, là, on commence à nous dire que la culture, c'est comme l'art, c'est comme l'art laid, en fait, c'est quelque chose de bien. Vous voyez, comme on nous met, comme par exemple au musée du Louvre, un plug anal, on nous dit non, non, c'est un sapin de Noël, ferme ta gueule. C'est comme ça, c'est supposé être de l'art maintenant, là. Et donc, il y a cette volonté, encore une fois, il y a eu cette grandeur occidentale, cette espèce de culte de l'intelligence, et là, maintenant, on essaie de nous dévoyer. On essaie de détruire la culture occidentale. Et il y a... ouais, c'est le thème, en fait, du film Ridicule. Si vous avez vu ce film-là, j'en ai déjà parlé, hein. Une des caractéristiques, c'est l'histoire d'un noble de province qui doit aller à Versailles rencontrer le roi pour obtenir une charge, c'est-à-dire une bourse pour assainir les marais, le marais chez lui, les marais, parce que les paysans sont malades, etc. Et il se rend compte que Versailles est corrompu, les gens autour du roi sont vaniteux, et puis c'est des guerres de pouvoir et tout ça. C'est un peu ça le thème du film, sauf que moi, ce que j'ai retiré du film, ce qu'il y a en filigrane du film, c'est que la France, au 18e siècle, est devenue une aristocratie de l'esprit. Attendez, là, je vais vous expliquer ça. C'est devenu une aristocratie, ils vouaient un culte à la raison, à l'intelligence, et c'est ça qui a mené justement comme, à l'invention du langage des signes, par exemple, à l'invention du solfège. Ça vient tout de l'Occident, tu sais. Et donc, à la cour, à Versailles, les personnes qui n'étaient pas capables d'articuler leurs pensées, d'avoir des bons mots d'esprit, d'être vivaces, d'être intelligents, de montrer un haut niveau de raisonnement, étaient généralement écartés, n'avaient pas vraiment accès au roi. Et c'est seulement ceux qui étaient vivaces d'esprit, qui avaient le mot d'esprit facile, les gens intelligents qui étaient capables de faire des rimes, de la poésie, etc., les gens brillants qui pouvaient avoir accès au roi. Et donc, le statut social, c'est ce que le film montre, puis je pense que ça reflète une partie de la réalité de la France à l'époque, le statut social était conféré en vertu de l'intelligence, des capacités intellectuelles des gens. Et donc, c'était beaucoup plus que les propriétés terriennes. Un peu, là, OK, le fait de, le duc de je ne sais pas trop quoi qui contrôlait des terres, oui, mais s'il était con comme un balai, le roi ne s'entourait pas de ces gens-là. Le roi s'entourait des personnes intelligentes, capables de stimuler l'intellect, etc. Et donc, ce qu'il y avait autour du roi, c'est comme ça. Le statut social était en fonction de l'intelligence. C'est très intéressant comme film. Vous m'en direz, vous me direz ce que vous en pensez. Et donc, c'est ça, encore une fois, toutes les cultures ont eu ça, c'est emblématique de la civilisation européenne. Toutes les cultures ont eu des signes avec les mains, n'est-ce pas, pour pointer, pour dire comme le soleil ou je ne sais pas trop quoi, tu sais. Sauf que la culture européenne a créé un langage complet, c'est-à-dire, encore une fois, on dépasse le savoir traditionnel, on systématise, on organise et on crée quelque chose de reproductible. C'est la constante dans la civilisation européenne. OK? Transcendance, systématisation, dépassement, systématisation, organisation. C'est ça, on ne parlera pas de la philosophie ici, mais finalement, c'est ça. Tout ça est issu donc de raison et rationalisme, système de loi au-dessus du souverain, capacité d'autocritique et de réflexivité, rupture. Donc, c'est ça, dans la civilisation européenne, il y a cette capacité de réflexivité, dont je pense, donc je suis, donc je pense que je pense que je pense que je pense, là. Ça, c'est de la réflexivité comme un miroir sans fin, là. Et donc aussi, donc cette capacité d'autocritique, de retour sur soi, qu'il n'y a pas
qu'il n'y a souvent pas dans les autres cultures. Il n'y a pas d'espèce de retour sur ça. Je ne vais pas pointer du doigt personne, là, mais il n'y a pas cette espèce d'autocritique, de retour sur soi, d'aperception de je suis comme ça. Et ça empêche les cultures d'avancer. Or, la culture européenne a ça et a, à intervalles réguliers, opéré des ruptures avec le passé et ce qui lui a permis d'évoluer. Okay, cette capacité d'autocritique, de réflexivité, lui a permis de dépasser les limitations culturelles, alors qu'ailleurs dans le monde, les cultures étaient comme figées. Tu sais, comme par exemple, les Japonais, durant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont perdu ils ont perdu essentiellement avant la bombe atomique. Là, ils perdaient parce qu'ils avaient un système rigide. C'était le Bushido. C'est-à-dire que s'ils recevaient un ordre, par exemple, les héros japonais, les avions japonais recevaient un ordre de rester en formation, ne pas briser la formation, ben ils restaient en formation. Puis là, même quand les avions américains approchaient, ils avaient reçu l'ordre de rester en formation, fait qu'ils se faisaient détruire complètement, sans pouvoir, parce qu'ils étaient rigides sur les ordres. C'est le cas du Bushido. Tenez bon. Au lieu d'avoir cette espèce d'esprit d'initiative qu'on retrouve dans la civilisation européenne. Je pourrais faire ça sur beaucoup de cultures, OK? Mais encore une fois, la culture européenne a eu cette capacité de remise en cause qui lui a permis d'évoluer, c'est ça que je veux dire. Okay? De remettre en cause c'est ce qui ne fonctionnait pas, les traditions qui étaient plus ou moins, et ce qui lui a permis d'opérer des ruptures et d'évoluer, alors que les autres sociétés étaient rigides et ont finalement disparu. Pas disparu, mais ont eu de la difficulté ont connu certaines difficultés. OK? Et ça nous vient de la pensée grecque, citoyen libre, etc. Okay, donc, on va laisser ça ici. Je pense qu'on est déjà à comme 1h08. Vous comprenez ce que je veux dire, essentiellement. On n'a pas à avoir honte de la culture européenne. On a une très grande culture. On a une culture tellement fantastique que tout le monde veut venir vivre ici. C'est ça, tout le monde veut venir vivre ici parce que c'est propre, c'est tranquille, etc. Mais le problème, c'est que beaucoup des personnes qui viennent vivre ici, pas tous, il y a des gens qui veulent vivre, qui sont contents d'être dans la culture européenne, puis qui disent « Waouh, on est chanceux d'être ici, et je m'identifie à la culture européenne et je veux vivre pleinement comme un Européen. » Mais il y a d'autres personnes qui c'est pas ça du tout. Ils viennent de leur trou à merde, puis reproduisent le trou à merde ici. Et ça a été fait à dessein. Ça a été fait à dessein, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune culture qui a jamais survécu l'ouverture des frontières comme celle qu'on a connue en Occident depuis 20-30 ans. Jamais aucune culture n'a survécu à ça. C'est bien ça l'objectif. Parce que l'objectif d'un petit nombre de personnes qui tournent autour, qui gravit autour du cartel bancaire mondial et tous les réseaux mondialistes, le groupe Bilderberg, le Council on Foreign Relations, c'est les think tanks là, qui organisent les corporations, ils leur disent donnent les mots d'ordre, afin que certaines idées se distribuent dans les écoles, dans les corporations. Ben, c'est ces gens-là qui sont pilotés initialement par le cartel bancaire mondial, veulent la disparition de la civilisation européenne. Et je pense que c'est clair. On a juste à regarder la façon dont ils nous organisent. Dans la culture mainstream, on fait quoi? On fait la promotion et la célébration de l'avortement. Hein? Ouais, ici. Salute to abortion. C'est vraiment, on en est fiers et on. Donc, chacun de ces trucs-là, genre individuellement, tu pourrais dire, ouais, OK, là-bas. Mais c'est comme regarder l'ensemble. C'est encore une fois, vision synoptique, regardez ça. Promotion de la théorie du genre, du non-binarisme et du transgenrisme, même dans les écoles. C'est-à-dire que si l'enfant n'a pas été avorté, ben, il se retrouve avec des transgenres dans les écoles, puis on dit non-binaire, etc. Ça le casse. On l'a déjà expliqué, le non-binarisme, le transgenrisme, même avec les chirurgies, etc., ça rend stérile des enfants. S'ils ont échappé à ça, ben ils peuvent quand même retomber dans le style de vie LGBTQ, et donc ça aussi, ça stérilise essentiellement. Après ça, si tout ça n'a pas fonctionné, ben il y a la promotion de la mixité ethnoculturelle et du métissage. C'est partout dans la culture, les annonces, etc. C'est toujours un homme noir et une femme blanche, etc., etc.
Et finalement, promotion agressive de l'immigration de masse. Hein, donc, c'est un plan multifacette, sophistiqué pour la disparition graduelle de la civilisation européenne. L'avortement, plus le transgenrisme, plus le LGBTQ, plus la mixité ethnique, plus le remplacement par l'immigration de masse, il n'y a aucune civilisation qui peut survivre à ça. Là. C'est un vœu de mort, un death wish. Et tout ça est coordonné, tout ça est cohérent. Il faut y voir une certaine cohérence. C'est coordonné, ça n'a aucune logique. C'est une pulsion de mort, comme dirait Freud. Et il faut le voir pour ce que c'est, pour éventuellement passer outre. Le combattre et passer outre. Okay? Ils sont capables de nous imposer ça à cause de la culpabilité. Tout ça a pour fonction de nous démoraliser, de se servir de notre empathie, de militariser notre empathie contre nous, militariser la culpabilisation chrétienne, militariser l'empathie afin de produire de la démoralisation. Voilà. Donc, méchant exposé, ça sera peut-être mieux la prochaine fois. J'aurai les idées peut-être plus claires. J'espère que c'est compréhensible. OK? Faites attention aux commentaires hein, aussi. Là, si, vous savez que j'ai comme le bloc facile quand même. Là, si les gens sont comme arrivent avec leur gros canon, leurs gros sabots dans les commentaires, et puis ben, ça restera pas longtemps. Et donc, si vous avez des trucs à apporter, soyez polis, c'est le minimum. OK. Je ne pense pas avoir tort sur ce que j'ai expliqué. On est fiers, on a le devoir d'être fiers de notre civilisation. Il y a eu comme dans toutes les entreprises humaines, il y a de la saloperie, ça merde, il y a comme il y a des êtres à l'intérieur de la civilisation européenne qui étaient ignobles. Il y en a eu dans toutes les civilisations, ont leur lot de personnages ignobles, mais sur l'ensemble, le net positif, c'est un net positif pour l'humanité. Et on a vocation à être fiers de ça et défendre ça contre les tentatives de corruption et de nous faire disparaître. C'est ça ici, si on comprend bien. Et c'est pour ça qu'on diminue les populations blanches, je ne veux pas dire blanches, mais et qu'on est en train de remplacer la civilisation européenne, les concepts européens. C'est ce que Trump dit quand il dit la Grande-Bretagne, la France, l'Europe, on n'a plus de valeurs communes. Vous êtes en train de sortir de la civilisation européenne. Ces élites-là sont en plus de créer une extinction de leur population autochtone. Elles sont en train de sortir des valeurs européennes. On doit combattre ça. Puis, si on comprend, parce que finalement, je le répète une dernière fois, si la civilisation européenne n'est pas bonne, mais on n'a rien il n'y a aucune raison de se battre, mourrons tout. C'est comme, finissons-en, là, arrêtez de commenter sur les réseaux sociaux, tirez-vous une balle et c'est terminé. Et c'est pour ça que cette démoralisation, ça mène avec le changement climatique, on va tous mourir. C'est comme, ça amène les gens à ne pas avoir d'enfants. Tout est corrompu, les gens voient noir. Le colonialisme. Tu regardes, les gens sont désespérés. Des fois, je me dis, est-ce qu'elle a bu cette personne-là avant de m'écrire? Est-ce qu'elle a réfléchi à ce qu'elle dit? C'est juste du négatif. C'est comme, non, on a une raison de se battre parce qu'on a quelque chose de beau à défendre. OK? Voilà. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi j'ai effacé la planche avec sur les façons de nous aider, mais vous comprenez c'est quoi. Hein? C'est les mêmes que toutes les autres fois. Voilà, donc c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Autre chose? OK, on va laisser ça ici, 1h15, ça va faire 1h17. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Salut la gang!